pour ce deuxième atelier de notre cycle 1 d'ateliers à tout close, le premier ayant démarré la semaine prochaine et qui étant consacré aux fondamentaux de l'achat socialement responsable. Donc aujourd'hui, cet atelier est consacré au rôle du facilitateur, le facilitateur qui a un rôle essentiel dans l'accompagnement des donneurs d'ordre, dans la prise en compte des considérations environnementales dans les marchés. Donc au niveau de la logistique, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les prendra, je pense, voilà, peut-être à la fin de la première intervention et puis ensuite de la seconde, du second témoignage. Donc je suis accompagnée de Laura, qui est juriste au sein du GIP Maximilien. Donc si vous avez des questions plus techniques, juridiques, n'hésitez pas à les poser. Donc Laura, je crois que tu pourras pas être, nous accompagner tout au long de l'atelier, mais on prendra vos questions et on y répondra. Donc, juste précision pour ceux qui ont assisté au premier atelier de la semaine dernière, on va vous envoyer le replay. Là, on est en train de le récupérer. Et puis, j'ai bien noté les questions et je ne manquerai pas d'y répondre dès que j'aurai les retours. Et on vous enverra également le support. Donc, juste peut-être en introduction, je vais vous refaire alors, l'atelier aujourd'hui, donc je vais vous refaire une présentation vraiment très rapide du GIP Maximilien, du réseau des achats responsables franciliens et de la mission d'appui au développement des clauses sociales, qui est la MAX, qui anime ces ateliers. Et ensuite, donc l'atelier, il y aura l'intervention de l'URTI, qui présentera le rôle du facilitateur. Et ensuite, il nous apparaît, comme à tous nos ateliers, il y a une partie un peu théorique. Et ensuite, on aime bien toujours avoir un retour pratique. Et donc là, en l'occurrence, ce sera la communauté Roissy Pays de France, donc Martine Gomis, facilitatrice, ou plus exactement chef de projet, qui nous apportera son éclairage et sa façon de travailler avec les facilitateurs. Donc, juste rapidement, alors je vous partage mon écran sur le GIP Maximilien. Et donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Allô? Oui, Parce que moi, je vous c'est vois bon, plus. Erika. OK. Oui, c'est Donc, bon, on voit. juste rapidement, voilà. Juste, tu peux Le GIP Maximilien, donc, c'est le service mutualisé de l'administration électronique. Donc, nous sommes la plateforme des achats dématérialisés des achats publics franciliens. Donc, à ce titre, nous avons 3 missions. Donc, la première mission étant d'accompagner les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs procédures d'achat. La deuxième mission qui s'adresse aux opérateurs économiques, donc c'est de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises, notamment aux TPE, PME, parce que la commande publique, ça reste encore quelque chose d'un peu opaque pour en tout cas les petites structures. Et puis la troisième mission et la plus récente, c'est la mission des achats, de l'animation des achats responsables. Donc dans le cadre de nos missions, le GIP Maximilien a différentes actions. Donc c'est d'accompagner globalement les administrations, les acheteurs publics territoriaux, les entreprises à la transformation numérique de leurs achats. Pour cela, nous proposons un certain nombre d'outils et de services mutualisés. On rappelle qu'on est un service public, donc c'est vrai qu'on propose, somme toute, à des coûts raisonnables, différentes solutions, donc notamment profil acheteur, parapheur, donc tiers de transmission. Donc ça, ce sont des termes très techniques. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à prendre contact avec notre plateforme. Et puis on propose un accompagnement vraiment adapté avec la mise à disposition d'outils qui tiennent compte des spécificités de nos adhérents. Donc maintenant, pour en revenir rapidement au réseau francilien des achats responsables, vous avez certainement entendu parler du PNAD, du Plan national pour les achats durables. Donc dans ce cadre, depuis 2022, Ok, le très GIP bien. Maximilien porte le réseau francilien de l'achat responsable. Donc il y a des réseaux achats responsables qui se sont créés sur le territoire métropolitain et hors métropole. Et pour la région Île-de-France, c'est le GIP Maximilien qui porte ce réseau, avec 3 missions. Donc la plus ancienne, qui est la mission d'appui au développement des clauses sociales, donc la MAX. Ensuite, il y a
Il y a un programme plutôt qui s'est créé et qui a été déployé en 2023, qui est la MAPS, la mission pour des achats publics circulaires et environnementaux, donc qui était à destination des acheteurs publics pour la prise en compte donc de l'achat circulaire dans ces marchés et donc qui a donné lieu à des ateliers, à des boîtes à outils sur 4 familles d'achats. Donc le BTP, le mobilier, l'électrique et l'électronique et les EPI, plus globalement, ce qui concerne le textile. Et ensuite, nous avons une troisième mission qui est l'équivalent de la MAX, mais là sur le volet environnemental, donc qui est le guichet vert, qui est animé par ma collègue Anaëlle Mazin, que certains d'entre vous connaissent certainement, et donc qui accompagne l'acheteur à la prise en compte des considérations environnementales dans ces marchés. Donc, je vous ai mis un petit peu tous les liens, tout ce qu'on peut proposer. Donc, on a notre site internet du GIP Maximilien avec une partie consacrée à l'achat responsable. On a également une page YouTube où vous pourrez revisionner tous les ateliers que nous animons. Sur la plateforme Rapide, nous avons un espace donc, qui vous permet de consulter également toutes nos activités. On diffuse une lettre d'information selon un rythme trimestriel et je vous ai mis nos 2 adresses si vous souhaitez voilà, prendre contact avec nous. Voilà, pour terminer, juste un petit focus sur la mission d'appui au développement des clauses sociales. Mais Katia vous présentera ce qui existe maintenant au niveau régional, parce que cette mission, elle a été créée sur le territoire francilien en 2016, mais maintenant, elle a essaimé sur tout le territoire métropolitain et hors métropole. Donc, elle a été créée, cette mission, en 2016, dans le cadre des grands projets franciliens qui sont le Grand Paris Express et les Jeux olympiques et paralympiques. Donc à ce titre, donc elle a été créée par la DRIETS sous délégation du préfet de région. Et donc elle a 2 missions, cette mission d'appui au développement des clauses sociales, c'est de faire connaître et de valoriser les clauses sociales au service de l'emploi sur le territoire francilien. Donc quand on dit clause sociale, c'est pas alors, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ce n'est pas que la condition d'exécution, c'est la prise en compte des considérations environnementales dans les marchés publics, donc au sens large. Et donc, c'est d'animer l'écosystème des clauses sociales sur le territoire francilien. Donc, on travaille avec un certain nombre de partenaires, donc bien évidemment les coordinations des facilitateurs, mais également le GRAFI, qui est l'interréseau de l'insertion par activité économique sur le territoire francilien, la CRES, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et donc le réseau du handicap, l'UNEA et le réseau KEOPS. Et donc, dans le cadre de ces 2 missions, on a différentes actions. Donc, on a 2 observatoires pour rendre compte de l'impact de la clause sur le territoire francilien. On a ces fameuses actions de sensibilisation de l'acheteur public à la prise en compte de considérations sociales et qui se matérialisent par notre cycle d'ateliers à tout close. Et puis, on a également, on organise en partenariat avec la CRES des événements qui sont les open maps. Donc, généralement, on en a 2 par an, un au premier semestre, un au deuxième semestre, dont l'objectif est de mettre en relation l'acheteur public avec les structures de l'ESS et les facilitateurs du territoire. Voilà, donc j'en ai terminé, moi, pour une présentation rapide du GIP, du réseau francilien de l'achat responsable et de la mission d'appui au développement des clauses sociales. Et je vais sans tarder laisser la parole à Katia. Donc, je vais arrêter mon partage. Et Katia, je vais te laisser la main. Merci et bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous partager le document. Hop. Bon, Katia, on voit bien ton document. Je dis si tu Ouais. peux le mettre en diapo. Oui, exactement. Voilà. Est-ce que vous le voyez Très bien, bien comme ça? Très impeccable. bien. Donc, nous, Très on prend bien. tes questions. Voilà, on prendra les questions puisque toi, Oui, tu ne dois plus nous voir. oui, effectivement. Là, donc, l'objectif dans la lignée, la transition de ce que vient de nous présenter Erika,
c'est de pouvoir vous faire un état en fait du métier du facilitateur des clauses sociales d'insertion et des achats socialement responsables. Alors c'est vrai, comme Erika le disait, on pourrait presque dire qu'il y a un chapeau qui est celui de l'achat socialement responsable et dans lequel il y a plusieurs déclinaisons possibles pour mettre en œuvre en fait cet aspect dans les marchés que vous êtes amené à préparer dans le cadre de vos missions. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le facilitateur des clauses sociales, c'est véritablement un assistant à la maîtrise d'ouvrage pour l'insertion, qu'on abrège parfois avec l'acronyme AMOI. Et c'est lui qui va venir vous appuyer en fait pour que cette partie de votre marché, de vos achats, véritablement, il puisse se passer non seulement le mieux possible, mais qu'il puisse aussi valoriser votre RSE et puis parfois même vos obligations, tout simplement. Alors, avant de... excusez-moi. Donc, nous allons nous partager en fait cette présentation par deux. Avec moi, donc, Katia Salvado, qui est chef de projet à l'URTI, qui est l'Union régionale des territoires pour l'insertion et l'emploi, et Martine Gomise, qui est, elle, responsable du pôle clause sociale à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, dans le Val d'Oise. Là, concrètement, le point d'aujourd'hui, ça va vraiment être l'organisation nationale et locale au service des acheteurs pour développer leurs achats responsables. Avec Martine Gomise, elle aura plus l'occasion de vous rappeler quand même le rôle du facilitateur au niveau local et puis de vous expliquer un petit peu comment ça se décline dans le Val d'Oise. Et puis, vous avez des questions fréquentes qu'on a un petit peu listées, mais bien sûr, l'objectif, c'est que vous puissiez poser vos propres questions et faire état en fait de vos interrogations, de vos aspirations et suggestions. Donc, l'URTI est véritablement là au service des acheteurs, notamment. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va mobiliser, en fait, en déclinaison, comme tout l'écosystème un petit peu des facilitateurs, les acteurs, en fait, de la clause sociale et des achats socialement responsables. Vous allez voir que ces acteurs, ils sont larges. On travaille aussi bien avec les donneurs d'ordre, mais également avec les attributaires, qui peuvent être des entreprises, des associations ou autres structures, avec des structures qui vont être amenées à orienter les publics dits éligibles, et puis d'autres acteurs on va vous développer un peu plus en amont. Donc l'URTI, il faut savoir que c'est une association qui rassemble des élus locaux de toute la région Île-de-France. Elle œuvre pour le développement des dispositifs locaux d'emploi et d'insertion sur le territoire francilien. Elle vient aussi en représentation du réseau national Alliance Ville Emploi sur le territoire, qui est vraiment un réseau qui là va déployer les choses au niveau national, comme c'est indiqué, qui prend là une importance particulière aussi. On va vous expliquer au vu un petit peu des orientations de l'État, des décisions un peu de financement de facilitateurs. Et il faut savoir que l'URTI, Erika vient vous le présenter, mais elle est engagée au sein de la mission d'appui de la clause sociale, autrement dit la MAX. Donc, elle va développer, pérenniser, harmoniser surtout le dispositif clause sociale et achat responsable, notamment en accent sur les pratiques des professionnels qui font vivre ce dispositif et qu'on appelle donc les facilitateurs. Donc, c'est un terme qu'on peut retrouver de manière différente. Parfois, c'est des chargés de mission clause sociale, des chargés... voilà, mais le terme générique, en tout cas, qui est retenu, c'est bien souvent facilitateur. Donc, l'URTI va intervenir auprès des donneurs d'ordre, des entreprises. Elle va présenter les dispositifs, les fonctionnements, et puis surtout, elle va inciter en fait les acteurs à s'engager pour le développement des clauses sociales au bénéfice des publics
qui sont les plus en difficulté ou dits les plus éloignés de l'emploi. Elle travaille en tout cas avec les structures qui vont salarier les facilitateurs des clauses sociales. On pense maintenant non plus à Pôle emploi, mais France Travail, on pense aux missions locales, aux PLI, aux maisons de l'emploi et toute autre structure. Alors là, l'idée, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet ou sur des choses très concrètes, c'était de vous parler un petit peu de l'actualité et de comment les choses s'organisent au niveau national pour descendre ensuite au niveau territorial et local. Donc là, pour vous représenter rapidement, actuellement, suite, notamment alors c'est des choses qui préexistaient, mais suite à un appel à projet, qu'on appelle un peu, de manière, en termes de vulgarisation, appel à projet PNAD. Actuellement, vous avez des coordinateurs régionaux qui interviennent à l'échelle nationale, qui couvrent quasiment tout le territoire national. Je vais vous montrer une carte, tout de suite après. Après, donc ces coordinateurs régionaux sont un petit peu une porte d'entrée, pour, animer, à l'échelle régionale et puis pour pouvoir aussi répondre à des demandes de donneurs d'ordre qui parfois ou, tout simplement, veulent éditer un marché avec, une clause sociale ou un volet, achat, socialement responsable, mais, qui ne savent pas véritablement vers qui s'adresser. Si c'est une première ou s'ils n'ont pas l'habitude d'un partenariat, déjà établi. Ça peut être également parce qu'en tant que donneur d'ordre, vous pouvez être amené à, préparer des marchés, mais qui vont concerner plusieurs territoires. Donc parfois dans une même région, elles vont concerner plusieurs départements. Donc ça permet de constituer en fait cette notion de guichet unique, elle est vraiment importante. Un guichet unique, une structure vers laquelle on s'adresse et avec laquelle on peut travailler pour décliner ensuite les choses. En Île-de-France, vous avez donc un de ces fameux, guichets régional qui est porté par, en fait, c'est véritablement le guichet régional qui est porté par la MAX, la mission d'appui au développement, des clauses sociales, donc qui préexistait en fait au PNAD et donc ce guichet régional, il va être mis en place, il va être, organisé en partenariat avec divers acteurs, et notamment avec nous, l'URTI. Sur l'Île-de-France toujours, vous avez ensuite, 8 coordinations départementales qui correspondent aux 8 départements, franciliens. Donc c'est de la même manière, en fait, vous avez un guichet unique, une porte d'entrée unique, qui vous permet de savoir de manière sûre quels sont les acteurs avec lesquels vous pouvez travailler et qui va, à chaque fois, vous faire des propositions, quand on est, sur des exemples de marchés qui concernent plusieurs départements. Et ensuite, en déclinaison, vous avez des structures locales sur les territoires, alors ou des établissements publics territoriaux, des communautés d'agglomération ou même, à l'échelle alors là, je parle vraiment, de territoire géographique, hein, à l'échelle de communes, qui vont, elles, véritablement salarier des facilitateurs et qui vont vous apporter cet appui quotidien dans le cadre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'insertion. Alors là, rapidement, je vous ai, présenté en fait la carte des coordinateurs régionaux de la clause sociale que vous pouvez trouver actuellement, en France suite, à l'appel à projets dont je vais vous parler, tout de suite après. Donc vous voyez que vous retrouvez ici en Île-de-France, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais l'URTI et le GIP Maximilien. Et ensuite, vous avez des déclinaisons comme ça au niveau, national. Vous avez même dans les tomes, si je ne me trompe pas au niveau de l'appellation, des référents qui vont aussi intervenir pour développer ces clauses sociales et ces achats, socialement responsables. Alors je suis pas sûre si jamais il y a des questions, Erika, tu m'indiques?
Oui, oui, je te dirai. Et d'accord. Oui, parce qu'on a pas mal, je pense, de personnes hors Île-de-France qui suivent le webinaire, donc ça peut Oui, largement, je pense, les intéresser. C'est ce nouveau réseau qui a été créé. oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose, une fois de plus, là, je vous répète un petit peu, il y a des choses qui étaient déjà organisées préalablement, mais là, avec ce fameux appel à projet PNAD qui a eu l'occasion de financer pour certaines régions ces coordinateurs régionaux, c'était vraiment dans la volonté d'avoir ce guichet unique, cette entrée, d'harmoniser les choses et de les rationaliser également. Bon, là, vous avez la couverture francilienne par les facilitateurs de la clause sociale. Alors, cette carte, elle a peut-être un petit peu bougé, mais peu ou prou, là, vous retrouvez effectivement les différents départements, pardon, d'Île-de-France. Et vous voyez ici les configurations, parce que le facilitateur, il peut être porté par un PLI, un plan local d'insertion par l'emploi, une maison de l'emploi, des collectivités locales, et parfois ce sont d'autres structures qui peuvent porter ces facilitateurs. Mais en tout cas, là, sur les trois principaux, les trois premiers items, c'est ce que vous trouverez de manière la plus commune, surtout particulièrement en Île-de-France. Alors, juste du coup, ça peut aussi vous intéresser pour les donneurs d'ordre qui sont présents. C'est vrai on a un annuaire qui est un annuaire en fait général des structures en Île-de-France. Qui est diffusable et autres. Après, pour l'annuaire qui est précis avec le nom des facilitateurs, etc., choix a été fait en fait de se dire qu'à chaque fois que vous avez un besoin, vous pouvez contacter le GIP Maximilien ou l'URTI. Nous, particulièrement au niveau de l'URTI, on est en charge de mettre à jour cet annuaire. L'objectif, c'est de pouvoir non pas le diffuser au tout venant pour éviter, alors ça c'est des choses qui peuvent arriver ponctuellement, mais pour éviter qu'un donneur d'ordre soit pris par l'urgence et que soudainement, en fait, il indique, enfin soudainement, qu'il indique le nom d'un facilitateur dans son marché sans le prévenir et sans travailler en amont. Parce que vous allez voir après dans la présentation, notamment de Martine Gomis, que l'objectif, c'est pas d'intégrer un petit paragraphe avec éventuellement une formule ou un calcul ou un nombre d'heures. C'est vraiment aussi de travailler sur quels sont vos besoins, vous, en tant qu'acheteur, quels sont les besoins potentiellement des entreprises attributaires et surtout, par rapport au marché, à l'endroit où il va se déployer, quel est l'état en fait un petit peu de l'insertion, des besoins par rapport aux demandeurs d'emploi qui sont concernés par la clause d'insertion. Donc ça demande un vrai travail d'ingénierie en amont et normalement, l'objectif, c'est d'éviter au maximum de reporter un nom dans un marché sans s'être concerté avant avec le facilitateur. Donc, c'est pour ça que c'est bien que vous ayez ces portes d'entrée qui vous permettent de dire, ben voilà, quel est le facilitateur adéquat qui va pouvoir vous accompagner, mais on aura toujours un discours pédagogique en amont en disant, ben, l'idée, c'est de vous mettre en réseau, que vous preniez contact les uns les autres et que vous puissiez échanger sur la meilleure manière de mettre en œuvre, en fait, enfin, en tout cas, d'indiquer en amont cette clause d'insertion et plus largement comment est-ce que vous voulez que ces achats socialement responsables, ils se déploient dans le cadre de ce marché? Alors, actuellement, un petit sujet, on va dire, d'actualité qui concerne, on peut dire que ça concerne le niveau national. Pour certains aspects, on est plus, sur un niveau francilien. Mais vous avez effectivement, là, je vous en avais parlé, le PNAD, le plan national de développement, en fait, des achats, durables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, on va vous demander, en tant que donneur d'ordre, à partir d'un certain montant, en fait, qui va correspondre à votre marché, d'introduire des considérations sociales.
Donc, il y aura les fameuses considérations environnementales, mais également les considérations sociales. Donc, au moins 30% des marchés, en fait, devront inclure cette considération avec un justificatif, avec des éléments qui permettent de justifier quand c'est pas fait. Donc, c'est quelque chose qui va prendre une certaine ampleur. En lien en ça, vous avez aussi la loi climat et résilience qui fait que de plus en plus, on va s'orienter vers des obligations d'introduire ces considérations sociales. Et puis, vous avez également parallèlement ce qu'on appelle les SPASER, les schémas de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables, où là, pour les collectivités, mais autres donneurs d'ordre en fait assimilés au public, auront obligation en fait d'introduire des indicateurs et d'introduire en fait des considérations sociales, environnementales et d'autres aspects. Donc ça, c'est pour vous expliciter un petit peu des choses qui sont en train de prendre de l'ampleur, qui sont déjà effectifs en 2024 et qui vont monter en puissance en fait en 2025 et en 2026 avec vraiment le métier du facilitateur qui est au centre et qui va vous permettre en fait de déployer ces différents aspects. Là, pour l'Île-de-France, mais pas que, un petit rappel aussi, actuellement, vous savez qu'on est en 2024, donc tout ce qui est trait aux Jeux olympiques a fait l'objet en fait d'une organisation un peu spécifique qui va avoir lieu, qui va se déployer pendant la durée des Jeux olympiques, un petit peu après aussi, mais qui reste spécifique. Donc, après, pour tout ce qu'on appelle les fondamentaux de la clause d'insertion ou l'organisation qui est normalement remise en place, on va retrouver un rythme qui est classique et habituel. Néanmoins, c'est quelque chose en termes d'actualité qui prend pas mal de place en cette année 2024. Vous avez le Grand Paris Express, donc qui a bien avancé sur. Le Grand Paris Express, c'est vraiment le métro circulaire qui va toucher toute l'Île-de-France. Mais ce Grand Paris Express, il a bien avancé sur certains territoires. Sur d'autres territoires, il commence. Et c'est également quelque chose, en termes de marché direct et indirect, qui a vraiment une importance. Et puis, je parle également de l'ANRU, qui est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, où là, vous avez énormément de marchés qui sont lancés pour construire ce qu'on appelle maintenant le NPNRU, à savoir le PRU2 pour aller rapidement, et donc là, qui génère aussi des obligations pour les bailleurs, pour les collectivités, mais également en déclinaison dans le cadre de sous-traitance, etc., suite à l'attribution avec des attributaires, des choses aussi qui se mettent en place de grande ampleur. Une fois de plus, en transversalité, pour pouvoir vous accompagner sur tout ce qui se déploie, tout ce qu'on vient de citer, le facilitateur est un des acteurs centraux qui va pouvoir vous donner l'assurance que les choses vont se mettre en place de manière la plus fluide possible, la plus efficiente. Alors, un petit rappel ici de la clause sociale en tant que dispositif local. L'idée, c'est de s'appuyer sur la commande publique comme levier d'insertion et d'emploi local. C'est porté, donc là, on l'a déjà indiqué, par les collectivités locales ou leurs structures locales de l'emploi telles que PLI et MDE. Et c'est structuré donc au niveau national par les outils du réseau Alliance Ville-Emploi. Un tout petit rappel historique, en fait, dans les années 90, on a eu ce qu'on appelle les prémices en fait de la clause d'insertion qu'on appelait à l'époque les clauses de mieux-disant social. Avec l'ANRU, dans les années 2000, il y a eu un véritable boom en fait de ces clauses qui sont devenues des clauses d'insertion et d'achat responsable. Depuis 2010, on a une multiplication des marchés publics et privés qui concernent la clause d'insertion. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu voir naître et développer le métier de facilitateur de la clause sociale. Et je dirais là, aujourd'hui, en 2024, on vient de citer les grands projets franciliens, mais des grands projets, il y en a également dans le reste
de la France. Et effectivement, on est marqué par cet appel à projet qu'on a évoqué, le PNAD, qui permet maintenant de prendre en compte notamment les marchés de l'État, puisqu'en fait, depuis de nombreuses années, l'État indiquait que c'était bien que ces clauses d'insertion, ces achats responsables, ce dispositif était un dispositif qui était particulièrement intéressant, qui donnait des résultats. Alors, des résultats améliorés sur certains aspects, mais en tout cas, avec une vraie mise à l'emploi d'énormément de publics éloignés de l'emploi. Là, l'État a décidé de faire comme le cordonnier mal chaussé qui maintenant est bien chaussé, de mettre lui-même, d'introduire des clauses d'insertion dans ces marchés. Donc on est sur quelque chose qui prend de l'ampleur en 2024, mais qui ne va cesser de croître en fait dans les années à venir. Alors là, un petit rappel, on est vraiment sur une démarche multipartenariale. La notion de guichet territorial unique, elle est vraiment importante. Ça évite pour vous, donneurs d'ordre, mais également pour les entreprises ou tout autre acteur de la clause sociale et des achats responsables, de pouvoir éviter de taper à plusieurs portes. Là, normalement, vous devez avoir sur chaque territoire un guichet territorial unique pour vous accompagner. Ça permet aussi de mieux articuler ce qu'on appelle les parcours d'insertion et de tendre vers l'emploi pérenne. Les parcours d'insertion, alors là, je parle des personnes qui vont bénéficier de ces clauses d'insertion. Et puis, le facilitateur, qu'est-ce qu'il va animer en fait tout l'écosystème, tous les acteurs concernés par la clause sur son territoire. Et dans tous les cas, il va exercer une mission de service public à niveau en fait des moyens qui sont dédiés par la collectivité locale qui finance le dispositif. Erika, toujours pas de questions pour le moment? Excuse-moi, mon Oui, microphone, il se coupe. Excuse-moi, non, je n'ai pas de questions. pas de questions, d'accord. Alors l'idée, là, voilà, ça c'était cette présentation générale. On aurait peut-être pu faire l'inverse, commencer aussi concrètement sur le métier de facilitateur, mais c'est vraiment pour vous expliquer que sur le déploiement en fait national, il y a des choses qui sont en train de structurer pour répondre à tout ce que je vous ai cité, à savoir les SPASER, les lois climat résilience, les grands projets. Il y avait vraiment une nécessité de coordonner l'ensemble en fait de ces grands projets et puis d'aller aussi vers une harmonisation, que vous, donneurs d'ordre, mais également entreprises et tout autre acteur, on puisse quand même se retrouver sur des lignes de conduite communes et pouvoir faire en sorte que d'un territoire à l'autre, vous puissiez vous y retrouver en termes de mise en œuvre. Donc là, ce que je Alors, propose, c'est de passer... Oui, pardon. Alors, Erika. juste, Oui, Katia, moi, j'aurais peut-être une question, parce que là, je sais que parmi les participants, il y a beaucoup de personnes qui sont hors Île-de-France, et est-ce que, voilà, vous avez bien connaissance de ce réseau maintenant, voilà, l'équivalent de la coordination francilienne qui s'est déployée sur le territoire métropolitain et hors métropole, voilà, cette carte. Donc, je ne sais pas si les personnes sont hors Île-de-France, là, qui sont à l'atelier. Heu, voilà, vous avez connaissance voilà, de la coordination, à laquelle vous êtes rattaché en région? C'est OK, Nouvelle-Aquitaine, d'accord, merci. Alors pour ok. ceux voilà, qui ne les connaîtraient pas, n'hésitez pas voilà, à prendre contact avec ces nouvelles, structures qui se sont créées. Alors voilà, la plupart étaient déjà un facilitateur et ensuite ont une casquette maintenant, de coordination. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, comme vous le disiez Katia, c'est vraiment que, de plus en plus de prise en compte de considérations sociales voilà, dans les marchés. Donc comme je le disais la semaine dernière, hein, voilà, les chiffres de l'observatoire 2022 en tout cas là, ont été publiés. Voilà, au niveau de la clause sociale, on est, je crois, pour les marchés au-dessus de 90 000, à partir de 90 000 €, on est à, je crois, un taux de 22 %, je ne sais plus, Laura, là, j'ai pas revérifié.
Voilà, ça, on n'est encore pas, on tend vers les 30, mais on n'est pas encore vers les 30% de marché avec clause, donc il y a encore de la marge. Oui, oui, c'est exactement ça, Erika. On n'est pas très loin, il y a encore un petit peu d'effort à faire, mais on touche presque au but. Ok, ben voilà, Oui, c'est juste cette petite parenthèse. On peut je laisser la repasse la parole parole du coup à à Martine. Martine. Martine? Ah, ton micro. Autant pour moi. Merci, Katia. Bonjour à tous. Donc, Martine Gomis, je suis responsable du pôle clause sociale au sein de l'agglomération Roissy Pays de France. Donc, pour vous dire 2 mots de notre agglomération, elle se situe autour de la plateforme aéroportuaire. C'est voilà, autour de la plateforme aéroportuaire Roissy-Charles de Gaulle. Elle est composée de 42 communes, dont 17, en fait, elle est à cheval sur 2 départements. Donc, le Val d'Oise, avec 25 communes et la Seine-et-Marne avec 17 communes. Donc, c'est un territoire qui comporte des contrastes forts, tant sur des aspects démographiques que d'urbanisation, puisque en effet, une grande concentration des activités se situe autour de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et on a de grands terrains, de grands territoires agricoles au nord et à l'est du territoire, et une forte urbanisation plutôt au sud du territoire. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est au total sur 42 communes, un territoire qui s'étend sur plus de 340 mètres carrés, avec plus de 354 000 habitants. C'est en France la deuxième agglomération la plus grande de par sa population. D'accord? Ça, ce sont les chiffres à 2017. Hein. Voilà, donc on a 2 aéroports, donc on a principalement Roissy-Charles de Gaulle, mais le Paris-Le Bourget qui est à côté, et 25 000, un peu plus de 25 000 entreprises implantées sur le territoire. Voilà, je pense que c'est important de savoir un petit peu où on se situe. Alors, concernant le rôle du facilitateur au sein de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, nous, on intervient le plus en amont possible du lancement des marchés. Donc, on va intervenir auprès des acheteurs. Je pense que tu as une slide qui récapitule. Ouais, Vas-y. comme celle-là? Non, non, celle-là après. Voilà. Bon, c'est un peu écrit, ça se voit peut-être pas, mais c'est celle d'avant. Donc, nous, au démarrage, on va recenser l'ensemble des besoins des achats ou des besoins en achat ou en prestation de services à lancer en consultation durant l'année. Donc, c'est un premier travail d'analyse qu'on va faire avec les acheteurs. Que ce soit au sein même de l'agglo, hein, puisque nous-mêmes, nous sommes donneurs d'ordre sur un certain nombre d'opérations. Donc, et au sein des communes membres, on va faire ce premier travail de recensement de ce qui va se passer dans l'année. Quels marchés vont être lancés dans l'année? Quel marché de prestations on va devoir relancer, et on va faire une première analyse pour dire oui, ces marchés-là se prêtent à la clause d'insertion ou non. Il peut être opportun d'inscrire une clause d'insertion. Ensuite, lorsque la définition du besoin va se préciser, lorsqu'on va avoir des éléments pour calibrer la clause, on va faire une analyse un peu plus fine où on va définir le nombre d'heures qui pourraient être inscrits dans le marché, définir également les outils du code du marché public qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va inscrire la clause comme critère d'attribution
ou tout simplement comme critère d'exécution? Est-ce qu'il est préférable de faire un marché réservé? Donc ça, c'est la deuxième phase qui va nous permettre d'apporter ces précisions-là, puisqu'on aura déjà un montant prévisionnel, on aura des durées de travaux, on aura des éléments qui vont se préciser et qui vont nous permettre de faire ce calibrage de la clause d'insertion. Voilà. Au moment du lancement de la consultation, on est toujours auprès de l'acheteur. On va apporter tous les moyens juridiques. On va apporter un modèle de rédaction de la clause d'insertion et faire des va-et-vient avec l'acheteur, relire, réajuster, etc. Vraiment là, on est au moment de ce qu'on appelle l'APD, hein, l'avant-projet détaillé, où on va travailler vraiment main dans la main avec l'acheteur. Voilà, la consultation va être lancée et durant cette période-là, le facilitateur est toujours en accompagnement de l'acheteur, notamment au niveau, pour apporter des réponses que pourraient être amenés à poser des candidats potentiels, réponse au questionnement des entreprises auprès des donneurs d'ordre. Donc, pour les marchés de l'agglomération, on a une plateforme. Certaines villes aussi, ils ont une plateforme où les entreprises candidates peuvent poser leurs questions concernant ces clauses d'insertion, toutes sortes de questions hein, concernant le nombre d'heures, concernant les structures du territoire qui pourrait appuyer, etc. Eh bien, les acheteurs nous renvoient les questions pour qu'on puisse apporter les réponses aux entreprises à ce niveau-là. Voilà. Ensuite vient la période d'analyse des réponses. Lorsqu'on est, par exemple, sur la clause comme critère d'attribution, bien sûr, l'équipe des facilitateurs aura travaillé une grille d'analyse propre au marché. Et au moment de la réception des offres, on nous envoie les parties liées à l'insertion, les pièces du marché liées à l'insertion pour qu'on puisse analyser et apporter une note qui comptera pour la note finale de l'analyse des plis. Donc, à ce moment-là, on prend le temps d'analyser, de noter, d'assister à la réunion d'attribution, de manière à ce qu'on puisse aussi justifier de la note qu'on a apportée. Donc, on va assister à la commission d'appel d'offres auprès de l'acheteur pour justifier, informer si besoin la note qui a été donnée pour la clause d'insertion. Qui sera bien entendu partie prenante de la note finale. À la suite de ça vient la phase de la notification. Une fois notifié, le donneur d'ordre va nous inviter à la réunion de lancement. Donc, parfois, on l'appelle la réunion 0, à la toute première réunion de chantier où sont rassemblées les entreprises attributaires pour un premier contact et une première explication de notre part du process de la mise en œuvre des clauses d'insertion sur le territoire. Donc voilà, ça c'est tout le travail d'accompagnement qu'on va avoir auprès des acheteurs, des donneurs d'ordre avec lesquels nous travaillons. Est-ce qu'à ce stade, ça vous paraît clair ou est-ce qu'il y a déjà des questions? Ça peut être interactif hein, pour pas que ça… Non, là, je ne vois pas de questions. Moi, j'aurais une question, Oui. Martine. Donc ça, c'est une convention que vous avez avec les donneurs d'ordre, parce que c'est vrai que vous allez assez loin pour participer à la notation sur le volet social quand il y a un critère d'attribution. Donc tout ça, c'est dans le cadre… Alors, ce n'est pas une convention, c'est un travail qu'on a fait depuis quelques années, d'aller rencontrer les services marchés, les services juridiques des communes membres de la collectivité et de leur expliquer la manière dont nous travaillons et ce qu'on peut apporter sur la politique de réemploi, d'emploi des habitants des communes
communes. Donc, il faut dire aussi que la plupart des communes, on a travaillé avec elles dans le cadre de l'ANRU 1, du premier programme de rénovation urbaine de l'ANRU. Donc, ils étaient quand même déjà un peu familiers, sensibilisés à la clause d'insertion, puisque c'est déjà la communauté d'agglomération qui les accompagnait dans la mise en œuvre de ces clauses d'insertion. Donc, on les a accompagnés pour qu'ils puissent étendre ces clauses d'insertion à leur propre marché. Donc, aujourd'hui, les 42 communes ne mettent pas encore en œuvre dans leur propre marché, mais c'est quelque chose qu'on est en train de développer. On a déjà plusieurs communes qui le font. D'accord ? Merci. Ça Et répond à c'est votre... pareil auprès des bailleurs sociaux. Donc, certains ont été sensibilisés à la clause d'insertion dans le cadre des opérations en rue, mais nombre d'entre eux étendent aussi la clause d'insertion à des opérations hors en rue, comme on les appelle. En tout cas, nous, dès qu'on sait qu'il y a une opération qui va se lancer, on propose d'analyser et de voir avec eux s'il est opportun ou non d'inscrire la clause d'insertion. Ça répond à votre question, Madame Laroucquer, peut-être Je ne sais pas si vous avez pris la parole, on ne vous entend pas. Vous parliez de convention de service public. Je ne sais pas, elle ne répond pas. Katia, j'ai vu que... Ah, je n'ai pas de micro. Ah. Mais est-ce que ça a répondu à votre demande Ok, très bien. Ok. Oui, Katia, ça a j'ai vu que répondu. tu... Oui. C'est en lien avec la question que je t'avais posée. D'accord. Katia, j'ai vu que tu as la tu main souhaitais levée. intervenir. Oui, en fait, alors, j'avais juste une précision, mais peut-être qu'elle va être abordée à un autre moment de la présentation. C'est parce que j'imagine que pour beaucoup donneurs d'ordre, ce n'est pas votre première expérience de la clause d'insertion, mais ça peut l'être également, ou vous pouvez en avoir très peu, ou avoir une habitude de travail un peu systématique dans ce sens. En tout cas, ce qu'il faut entendre, c'est vrai qu'on emploie le terme clause d'insertion de manière générique. Et là, dans la définition du besoin, je dirais même dans ce qu'expliquait Martine Gomis, dans ce qu'on appelle en fait l'étude de la programmation, qui peut se faire à N-1, parfois même N-2, N-3, quand on sait que c'est des marchés d'importance et que dans quelques années, ils vont être renouvelés. En fait, en gros, on a 3 manières de pouvoir mettre en œuvre ce qui va être rédigé et ce qui va être mis en œuvre ensuite. Vous avez une clause d'insertion dans laquelle on attendra un nombre d'heures à réaliser. Pour aller vite, hein, vraiment pour vulgariser les choses. Vous avez ensuite une manière un peu plus qualitative de déployer la clause d'insertion, à savoir l'introduction de critères, où là, vous pouvez aussi demander aux attributaires de mettre un volet ou formation, ou de mettre l'accent sur tel aspect. Alors, il faut que ce soit dans un cadre juridique donné, mais de favoriser peut-être plus d'embauche de femmes. Et donc, la personne qui va répondre au marché va devoir expliciter de quelle manière elle va le faire. Et derrière, il y a un système de notation qui permet aussi de choisir quel va être l'attributaire. Alors, évidemment, on ne va pas le choisir que sur ce volet clause d'insertion achat responsable, mais c'est quelque chose qui peut peser dans la balance, en fait, dans le choix des entreprises attributaires retenues à la fin. C'est comme un dossier, je dirais, un peu scolaire pour rentrer dans une grande école. À dossier égal, celui qui va mettre la petite plus-value qui va bien, c'est celui qui sera retenu. Donc, vous avez cet aspect. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez tout l'aspect, je dirais, marché réservé, où là, vous pouvez choisir ou pour l'ensemble du marché ou pour une partie du marché, quand c'est à l'OTI, d'orienter en fait ces choix vers des entreprises qu'on appelle du secteur de SIAE, les structures d'insertion par activité économique, de l'ESS, ou bien sur le secteur du handicap. Donc ça, c'est des choix en fait qui peuvent être faits et le facilitateur, il est là pour vous accompagner et pour vous dire, voilà,
vous avez cet éventail de propositions. Dans le cadre de ce marché, parfois, on pioche un peu dans les 3 choix que je viens de vous évoquer. Parfois, on peut prioriser sur un choix unique. L'objectif, une fois de plus, c'est que ça réponde le plus possible à vos besoins en tant qu'acheteur, aux besoins des attributaires potentiellement, parce qu'il y a quand même souvent un lien. Parfois, on pense aussi aux métiers en tension, aux entreprises aussi, TPE, PME, qu'on a du mal à trouver. Donc, ce qui peut être vécu à l'origine comme une obligation se transforme en fait comme une opportunité, véritablement. Et puis, c'est l'occasion aussi d'élargir en fait tout son annuaire, son contact d'entreprises sous-traitantes avec lesquelles on peut travailler ou autres. Donc, je pense que c'était important aussi de rappeler qu'il y a ce volet-là qui est important. Ce n'est pas simplement un petit paragraphe, une rédaction, on a répondu à cette obligation ou pas, ou à cette démarche volontaire. C'est vraiment un accompagnement sur, il y a plusieurs pistes, quelle est la meilleure piste, comment on la met en œuvre, pourquoi, à quels besoins ça répond, et notamment aux besoins du territoire sur lequel on va arriver. Et là, Martine, je pense... alors, Martine, du coup, je ne sais plus. Est-ce que tu as évoqué le côté accompagnement des entreprises attributaires? Pas encore, j'allais y venir. Non. Bon, Je te laissais voilà, finir. c'est très bien. Voilà, donc effectivement, une fois qu'on assiste à cette réunion de démarrage, les facilitateurs vont prendre attache avec les entreprises attributaires et par la suite avec leurs sous-traitants, hein, lorsqu'ils sont nommés, pour dérouler la procédure mise en place sur le territoire. Donc, on va aider. Tout ce qu'on fait, c'est bien entendu au nom du donneur d'ordre. On est là pour assister le donneur d'ordre et le représenter. Et donc, on va aider les entreprises dans les modalités de mise en œuvre. C'est vrai que dans le marché, on leur demande déjà de choisir s'ils vont recruter en direct, s'ils vont passer par de la mise à disposition de personnel ou s'ils vont sous-traiter à des structures de l'insertion par l'activité économique. Mais c'est une option qui, lorsqu'ils répondent au marché, ne savent pas tout à fait à quoi ils s'engagent. Donc, c'est une option qui peut être réajustée avec l'aide du facilitateur lorsqu'on va analyser un peu les besoins de l'entreprise et voir la formule, l'offre de service qui lui conviendrait le mieux. Donc, on va aussi accompagner l'entreprise dans l'élaboration de sa fiche de poste, de manière à ce que ça puisse répondre aussi aux besoins des demandeurs d'emploi du territoire. Il faut qu'à un moment, ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Comme j'aime dire aux entreprises, on ne trouvera pas en insertion le mouton à 5 pattes. L'entreprise qui ne veut pas y mettre du sien et qui ne veut pas jouer le jeu, va forcément nous demander un profil qu'on a déjà beaucoup de mal à recruter dans les systèmes classiques. Donc, la clause d'insertion, on leur explique que voilà, l'idée, c'est plutôt de remettre le pied à l'étrier à des demandeurs d'emploi en rupture avec les systèmes classiques et de leur permettre d'avoir une première expérience parfois ou une expérience qui va les remettre sur les rails. Donc voilà, on va être vigilant sur le profil de poste qui va nous être remis et dans la mesure du possible, on va le travailler avec l'entreprise. D'accord? On va également repérer et mobiliser les publics pour l'entreprise. On a bien conscience que sa priorité, c'est de répondre à son marché et de réaliser ce qui lui est demandé dans le cadre du marché et non pas de recruter des personnes en insertion. Ça vient, c'est également ce qui lui est demandé, mais c'est pas... c'est bien souvent pas prioritaire dans le marché. Donc, on va lui proposer, enfin, on va essayer que ce soit le plus fluide possible et le moins contraignant possible pour l'entreprise, de manière à ce qu'elle puisse également nous confier ses autres besoins hors insertion. D'accord ?
Voilà, on va mobiliser tous nos partenaires de l'emploi pour qu'on puisse trouver le candidat éligible à la clause, hein, puisque n'est pas éligible, ne sont pas éligibles tous les demandeurs d'emploi. Il y a une liste de critères d'éligibilité à respecter pour que la clause d'insertion, pour que les heures réservées bénéficient bien aux demandeurs d'emploi ciblés par ces clauses d'insertion. D'accord? Est-ce que ça vous paraît clair, le travail qu'on va faire avec les entreprises? Des questions? Non, là, il n'y a pas de questions, ça semble clair. D'accord. Donc voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, il y a en parallèle tout ce travail partenarial avec les acteurs de l'emploi du territoire. Donc, que ce soit le service public de l'emploi, France Travail, Mission Locale, etc. Les associations de quartier, on a des maisons de quartier, des associations de quartier, les structures d'insertion par l'activité économique. Tous ces acteurs-là, on va les informer régulièrement sur les opérations en cours et à venir. On va leur diffuser les offres d'emploi qu'on aura rédigées et collectées auprès des entreprises. On va travailler avec eux sur la présélection des candidats, sur la préparation des candidats lorsqu'il y a des offres d'emploi et des entretiens prévus derrière. Donc, on va recueillir les CV qu'on transmet aux entreprises auprès de ces acteurs du territoire. Et voilà, le facilitateur va être celui qui va valider au final l'éligibilité des candidats et donner le feu vert pour qu'on les propose aux entreprises. Parce que, étant donné qu'il ait cette interface-là entre les entreprises, le maître d'ouvrage, les acteurs de l'emploi, il sait précisément les demandes faites de part et d'autre. Et de la même, donc, il connaît les demandes et les besoins des entreprises, mais il connaît également un petit peu les portefeuilles, les profils que l'on peut avoir par les acteurs de l'emploi. Donc, ça permet de faire cette interface-là et de travailler sur un équilibre, enfin, à ce qu'il puisse y avoir un équilibre entre les deux. D'accord? Juste, Martine, Katia voulait intervenir visiblement. Excuse-moi. Katia, ton micro. Il se coupe. Là. Pardon, mais je ne voulais pas couper Martine. Juste lui dire, vous dire de manière générale, là, je vous indiquais que dans le cadre de la préparation des marchés, effectivement, il y avait plusieurs manières d'orienter cette clause d'insertion. Et une fois que le marché il est attribué, dans tout ce que Martine était en train de développer, mais qu'elle n'a pas terminé, même si le donneur d'ordre n'a pas choisi d'introduire un marché réservé, de travailler directement avec une structure de l'insertion par activité économique, du handicap ou de l'ESS, je dirais le coche n'est toujours pas loupé. Dans cette période en fait de négociation avec l'entreprise, on peut parler de négociation sur quels profils vont être retenus, quels sont les besoins, etc. On peut à nouveau, dans le cadre de la sous-traitance ou de la prestation de services, proposer de travailler également avec des structures adéquates. Alors, il y a des choses très classiques. Alors, c'est vrai que sur la clause d'insertion, on a eu, ça c'est dû à l'origine, beaucoup à l'ANRU aussi, on a eu beaucoup de clauses, on en a encore sur le BTP. Donc, c'est l'exemple qui nous vient. Mais c'est en train de se diversifier, ça on va peut-être en reparler aussi un petit peu, de plus en plus sur des prestations intellectuelles, des marchés de services, etc. Et dans tous les cas, si je reviens juste pour vous raccrocher à quelque chose de concret, par exemple sur le BTP, une fois que le marché est attribué, mais ça veut dire qu'on a besoin quand même du donneur d'ordre pour pouvoir appuyer
ce type de choses dans le cadre de négociations, entre guillemets. Mais une fois que le marché est attribué, on peut reproposer, je vous donne des exemples concrets, dans le cadre d'une opération en rue ou d'une opération de construction, de résidentialisation, par exemple, de travailler avec des structures qui relèvent de l'insertion par activité économique, mais qui feront de la signalétique. Le spectre est vraiment très large. Il y a des choses très classiques. Par exemple, sur du BTP, on peut travailler avec des structures qui vont intervenir sur l'entretien des locaux, tout simplement, hein, sur le nettoyage et l'entretien des locaux. Mais on peut aller sur des choses auxquelles on ne pense pas comme ça spontanément. Ça peut être, par exemple, la prise en charge d'un nouveau matériel informatique reconditionné ou le don aussi, parfois, de ces matériels informatiques. Donc, il y a vraiment, ce serait difficile là, de tout lister, mais au-delà des profils qui peuvent être proposés individuellement, il y a aussi toutes ces structures avec lesquelles on peut continuer de travailler dans le cadre de la sous-traitance ou de la prestation de services. Dans du BTP aussi, on peut se dire à un moment donné, le sous-traitant, au lieu que ce soit l'entreprise de peinture classique qui va intervenir, ça va être un chantier d'insertion peinture qui, lui, va prendre en charge ce lot. Ça permet par rapport au nombre d'heures qui étaient notifiées dans le marché à l'origine, de se dire, au lieu d'avoir 1 ou 2 personnes qui vont intervenir pendant X mois, là, c'est une équipe qui se forme avec un encadrant chevronné et qui permet aussi de mettre de cette manière en œuvre les clauses d'insertion. Voilà, c'était une manière un peu, peut-être de dire que vous avez ces deux parties. La partie idéale, c'est quand on rédige dans les marchés et que les choses sont bien clairement explicitées, mais le facilitateur, c'est un grand négociateur et il va être amené aussi à vous proposer d'autres choses, à diversifier en fait ses sources de clauses d'insertion. Et j'irai même plus loin, c'est pareil, je ne sais pas si on le réévoquera, c'est quelque chose, on est encore dans les prémices, mais il peut être aussi en mesure de vous présenter des choses qui vont faire le lien entre l'insertion et la transition écologique. Du coup, comme ça vous permet de cocher les différentes cases. Alors ça, c'est tout nouveau. Il faut qu'on trouve des structures qui puissent répondre aux deux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant que donneur d'ordre, vous avez aussi un rôle d'introduction un petit peu de tous ces aspects auprès de vos attributaires, d'être présent près du facilitateur lors des premières rencontres et peut-être aussi d'inciter à faire pencher la balance sur ces pistes qui sont un peu novatrices ou en tout cas qui ne sont pas les plus classiques que l'on peut trouver. Je crois que quelqu'un levait la main, je ne sais pas si je me trompe. Non, peut-être que je me suis trompée. Je vois pas. Je te laisse continuer, Martine. Oui, bon, j'en ai terminé, hein. C'était vraiment pour montrer ce rôle, ce travail partenarial qui est fondamental. Tu peux mettre le schéma là où effectivement le facilitateur va être central et va travailler par le biais de va-et-vient entre le maître d'ouvrage, les entreprises titulaires des marchés, les structures porteuses de contrats, hein, souvent les AI, les associations intermédiaires ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, et les prescripteurs de public éligible. Donc voilà, le facilitateur est celui qui va mettre en orchestre tout ça et faire en sorte que ça se passe bien. Donc, moi, ce que j'aime dire aux acheteurs, c'est n'ayez pas peur et faites confiance, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez bien identifié ce qu'on appelle le guichet unique, hein, le facilitateur, la structure qui pourra mettre en orchestre tout ça, ça va se dérouler et les choses se passent très très bien. Mais effectivement, c'est pour moi un incontournable. Le rôle du facilitateur est incontournable. C'est lui l'expert en clause sociale et c'est lui qui va pouvoir mettre tout ça en musique.
Donc, sur Roissy Pays de France, on a donc je travaille avec 2 personnes qui sont connectées actuellement aussi, qui sont Noémie Dias et Martin Adoboé, qui sont facilitateurs et avec lesquels on essaye d'accompagner au mieux les acheteurs de notre territoire. Voilà, ils sont tous les 2 visibles maintenant. Merci et à votre disposition pour répondre à des questions si vous souhaitez des précisions. Merci Martine. Alors, je ne sais pas effectivement s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on avait listé quelques questions peut-être pour vous donner des idées. Alors, je sais pas, il y a une question, je crois, du facilitateur, mais le temps que je lise, c'est un petit peu long. Ah, il y a un alors c'est Martin. Martin, tu peux poser ta question parce que tu as écrit un roman là. Tu peux poser oralement, Martin? Oui, ça, voilà. Alors, moi, je souhaite poser une question qui touche même, voilà, le cœur de notre métier en tant que facilitateur. Et du coup, l'une des principales préoccupations qui émergent régulièrement est la compréhension, même voire la méconnaissance de notre fonction et de notre autorité dans le processus de mise en œuvre des clauses sociales au niveau des entreprises. Alors, aujourd'hui, nous sommes quand même tous d'accord que euh, en tant que facilitateur, nous avons un rôle central à jouer, voilà, qui garantit même le respect et l'efficacité de ce que nous faisons. Mais comment nous pouvons communiquer de manière efficace aux entreprises et même aux structures d'insertion euh, pour leur expliquer que le facilitateur est le garant de l'exécution des clauses sociales et que lui seul détient les compétences nécessaires pour valider ou non les heures réalisées ainsi que les profils des travailleurs impliqués. Enfin, tout ça, c'est bien retranscrit de toute façon dans le CCAP, hein, dans la rédaction de la clause. Alors après, c'est toujours Oui. le donneur d'ordre hein, qui reste le titulaire du contrat et l'entreprise. Donc, effectivement, il faut s'appuyer sur les donneurs d'ordre, effectivement, pour mettre en avant votre rôle et le garant de l'exécution de la clause, en fait. Hein. C'est Alors, important. Martin, on doit préciser, est jeune facilitateur depuis 3 mois et d'où peut-être ces questions-là. Mais c'est vrai que parce que tu as rencontré des opérations qui avaient déjà démarré. Mais, Exactement. mais voilà. Mais effectivement, à partir du moment où on ne respecte pas les schémas qu'on vient d'exposer, on rencontre des difficultés de compréhension entre les entreprises et le donneur d'ordre. Certaines entreprises qui se demandent mais que vient faire cette personne-là, ce facilitateur, etc. Donc, c'est pour ça que le message à passer au maître d'ouvrage, c'est vraiment, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on travaille au nom du maître d'ouvrage qui reste maître de son marché. Donc, l'idée, c'est de travailler le plus en amont possible et qu'on soit partie prenante du marché dès l'avant-projet, de manière à ce que ce soit bien fluide et que tout le monde ait bien compris le rôle du facilitateur. Effectivement, quand les entreprises ne comprennent pas le rôle du facilitateur, ça peut prêter à confusion et être compliqué de faire appliquer le process. Mais là, le recours, c'est le maître d'ouvrage. C'est, comme on a pu le faire parfois, refaire une réunion de chantier avec les entreprises, le maître d'ouvrage et bien asseoir le rôle du facilitateur. Alors là, il y a une question. Merci Martine. Le facilitateur assure-t-il le suivi des heures d'insertion et ou le non-respect des heures convenues au marché? Oui, bien sûr. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout du déroulé, mais oui, le facilitateur s'occupe je crois que je l'ai écrit hein, dans le PowerPoint, Ouais. il s'occupe de rendre compte sur notre territoire, c'est mensuellement. Il rend compte tous les mois de l'avancée des heures réalisées sur l'opération euh, par entreprise et pour la maîtrise d'ouvrage également.
Donc, c'est bien lui qui est le garant de la mise en œuvre des heures d'insertion. Et lorsque ces heures ne sont pas respectées, le facilitateur alerte le maître d'ouvrage de manière à analyser, évaluer s'il faut ou non mettre en application les pénalités inscrites dans le marché. Voilà, Je pense j'espère que par avoir rapport à répondu. votre question, j'ai plus votre prénom, mais effectivement, si vous avez des difficultés, voilà, avec l'entreprise, c'est vraiment, enfin, je parle sous ton contrôle, Martine, c'est d'en revenir ce que tu disais au donneur d'ordre. C'est Tout voilà, à fait. c'est le donneur d'ordre qui est titulaire du marché et qui peut, voilà, faire en sorte que, voilà, l'entreprise, voilà, s'exécute, ou si elle a des difficultés, ce qu'on peut comprendre aussi, bah là, le rôle du facilitateur aussi, comme tu disais Martine, pour, lui l'accompagner au mieux, pour, la réalisation de son obligation, au marché, en fait, hein. Tout à fait. Alors j'ai vu Katia, tu veux Ouais. intervenir, mais j'ai vu Philippe aussi tout à l'heure là qui a levé la main, alors je Oui, bah, je peux peut-être laisser Philippe. Merci, Oui. Erika. bonjour Philippe. J'ai vu, tu as levé la Ah main, tu non, as non, mais baissé, donc vous avez parfaitement répondu, hein. C'est vrai que la question de la vérification de l'éligibilité des publics, alors certes, il y a une question de compétence encore que vous allez être confronté à des entreprises attributaires qui travaillent en direct avec des ETTI, dont on peut considérer qu'elles ont effectivement la capacité à vérifier l'éligibilité du public. Donc c'est avant tout une question d'autorité qui est conférée au facilitateur par le donneur d'ordre. C'est vraiment une question d'autorité, d'autant qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une notion de pénalité financière en cas de non-réalisation des heures. Et c'est vrai que le rôle du facilitateur, il est central à la fois pour conseiller le donneur d'ordre sur la faisabilité aussi de la clause en fonction des besoins, mais des ressources qu'on identifie sur le territoire, hein. On a des phénomènes de concentration de clauses sur des segments d'achat particuliers, des typologies de métiers, en écho évidemment avec les métiers en tension sur le marché du travail, et ce qui peut justement perturber la capacité de réalisation de la clause. Donc il y a effectivement ce conseil en amont, hein. Il a été évoqué l'ensemble des points et des critères sur lesquels s'appuie ce conseil, mais j'insiste sur la capacité de réponse de l'écosystème insertion et emploi. Qu'il s'agisse, évidemment, s'agissant des marchés réservés, capacité de réponse des acteurs de l'ESS pour que le marché ne soit pas infructueux, et capacité de réponse des prescripteurs et de l'écosystème dans son ensemble quand on est sur une clause d'exécution et que l'entreprise se doit d'intégrer des publics et que les viviers de candidats sont peu épuisés. juste là, en Donc, lien, il y a là Philippe, avec parce que tu parlais de marché réservé, là, il y a une question et qui peut tout particulièrement, voilà, intéresser ta structure. Dans le cadre d'un marché réservé ESAT, quel est le rôle du facilitateur une fois que le marché est lancé et attribué? une fois que le marché est lancé et attribué, le rôle du facilitateur, alors sur les marchés réservés, on a une petite complexité par rapport à l'outil de suivi des clauses, puisque il fonctionne sur la base des heures réalisées par les publics. Avec les entreprises adaptées et même les SIAE, il est parfois difficile de comptabiliser précisément les heures effectuées par chacun des publics, puisque une SIAE va travailler bien souvent sur plusieurs chantiers en même temps et que ça fait partie du parcours pédagogique que de faire permuter les salariés en insertion sur les différents chantiers pour qu'ils soient confrontés à différents environnements, situations, champs de compétences. Et donc, il est difficile souvent pour les structures de dire que sur tel marché réservé, monsieur X a travaillé tant d'heures la semaine tant, tant d'heures la semaine tant, et en donnant tout le détail. Donc, l'accompagnement, en fait, il porte surtout sur les conditions qualitatives de réalisation du marché à travers des points d'insertion avec l'entreprise attributaire, quand il s'agit d'une entreprise adaptée ou d'une structure d'insertion par l'activité économique, pour que si le système de comptabilisation des heures s'avérait complexe, à ce moment-là, on puisse capitaliser sur aussi la dimension qualitative de l'opération, à savoir ce qu'elle aura permis de réaliser en termes de parcours, d'accès à de la formation, d'acquisition de compétences et voire de sortie de dispositifs via du placement à l'emploi à l'issue de l'opération.
Merci Philippe. Alors, il y a Katia, il y a Martine. Et Alors, je sais juste pas une si- précision, les ESAT ne relèvent pas du champ de l'insertion et de l'emploi, puisque ce sont les entreprises adaptées. Les bénéficiaires dans un ESAT, ce sont des patients et ce sont des dispositifs qui relèvent du sanitaire et social. Là, on est dans l'idée d'un accompagnement thérapeutique par le travail dans un ESAT. Dans une entreprise adaptée, là, en revanche, on est bien sur une typologie d'entreprise qui relève aussi de l'insertion. Enfin, même si dans les entreprises adaptées, les travailleurs handicapés ont souvent des contrats à durée indéterminée. Hein, donc, bon, ça, c'est les petits débats qu'on avait en interne. Néanmoins, ça reste un public éligible. Et là, ne serait-ce qu'au regard de sa capacité de mobilité du secteur adapté au secteur ordinaire, enfin adapté et protégé au secteur ordinaire. Donc pour les ESAT, c'est quand même un petit peu particulier puisque là, on est vraiment dans le champ du sanitaire et social. Et je dois reconnaître qu'au niveau de notre expérience, on est davantage confronté à des collaborations avec des entreprises adaptées, voire même avec des entreprises adaptées dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises avec des structures d'insertion par l'activité économique. Moi, à titre personnel, j'ai moins d'exemples d'expérience avec des ESAT, si ce n'est des activités qui sont effectivement gérées en direct entre le donneur d'ordre, souvent la collectivité locale ou territoriale, et précisément les structures médico-sociales qui sont sur son territoire, dont les ESAT. Merci, Philippe. Je ne sais pas si Katia, c'était par rapport à cette question ou Martine, Alors- peut-être aussi une question, répondre à ce sujet. Je vous laisse. Ouais, j'allais revenir un petit peu en arrière sur la question pour le suivi des heures d'insertion, mais toi peut-être Martine, tu voulais toujours continuer dans la lignée ESAT? Oui, c'était Oui. par rapport à la question sur les ESAT et une fois que le marché était conclu, mais ce serait pour répéter ce que Philippe a finalement apporté comme réponse. Nous, on a travaillé dans ce cadre-là. Le rôle du facilitateur se situe vraiment en amont. C'est là où on va identifier que le marché peut être passé en marché réservé et travailler avec la maîtrise d'ouvrage pour le sourcing. Donc, nous, c'est ce qui s'est produit sur le territoire pour un marché de blanchisserie qui a été attribué à un ESAT. Après, à la suite du marché, voilà, l'idée, c'est de faire des points, des comités techniques de suivi, qu'on appelle ça, régulièrement pour voir les personnes, ce qu'elles deviennent et les freins qu'on a pu essayer de lever pour certains par le biais de l'emploi qui découle du marché réservé. Mais le gros du travail, ça va être vraiment en amont, convaincre la maîtrise d'ouvrage que ça peut être un marché réservé, le sourcing, apporter les éléments comme quoi on a les ressources sur le territoire et rédiger le marché. Après, voilà, on n'est pas sur une comptabilisation d'heures dans le cadre de ces marchés-là, en tout cas ceux qui sont sur notre territoire, mais plutôt sur du travail sur des parcours. Voilà. Alors après, il y a des facilitateurs, je sais qu'il faut une conversion en heures, mais ça, c'est voilà, c'est Oui, variable. Hein, oui. je mets juste une parenthèse. Sur parce que ça a déjà moi, mon été expérience, remonté. c'est pas. Oui, parce qu'on peut convertir en heures, mais ça demande beaucoup voilà, de comptabilité à la structure Ouais, et c'est compliqué. c'est pas Parce qu'il y a toujours beaucoup- très fiable, Non, disons. non, Donc, non. donc Parce qu'il y voilà, a beaucoup nous, de. Voilà, c'est compliqué. voilà. Katia, je te laisse. Oui. Je voulais juste revenir sur la question, elle était intéressante hein, sur le suivi des heures d'insertion ou le non-respect des heures convenues au marché. Du coup, 3 petits points. Bon, la première chose, du coup, on revient à ce qui se disait au préalable, à savoir que c'est important de travailler en amont avec le facilitateur, parce que ça va être normalement, alors on peut éditer un marché avec le volet clause d'insertion sans qu'il y ait de pénalité prévue s'il n'y a pas de réalisation d'heures ou autre. Là, la tendance majoritairement, effectivement, c'est qu'on indique, il y a quelques lignes qui indiquent que si les heures d'insertion ne sont pas réalisées, alors on parle d'heures d'insertion non réalisées, parfois elles sont réalisées, mais on a du mal à récupérer les justificatifs indiquant qu'elles ont été effectivement réalisées.
Et donc là, ce sont deux choses qui peuvent être prévues dans le marché où il va y avoir des pénalités, tant d'euros pour tant d'heures non réalisées ou heures non communiquées dans un délai imparti. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le facilitateur. Le but, c'est pas non plus d'indiquer des pénalités qui seraient complètement exorbitantes ou énormes. Il y a des choses qui sont un peu normatives, on va dire, qu'on retrouve ailleurs. Mais je pense que c'est important pour la bonne marche après du marché de pouvoir l'introduire en lien avec le facilitateur. Ça permet de donner un cadre et après de ne pas être dans parfois des discussions ou des demandes un peu d'apothicaire qui font perdre beaucoup de temps. Donc on a ce point-là. L'autre point, c'est que c'est pareil, ça peut paraître évident, mais la plupart des facilitateurs utilisent un logiciel qui est le logiciel appelé aujourd'hui logiciel Close. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des groupes de travail, il y a une réflexion qui est menée avec le logiciel, donc celui qui le commercialise, c'est ArchMC2 et avec Alliance Ville Emploi pour une refonte de ce logiciel, pour aller vers plus d'optimisation et que par rapport justement aux donneurs d'ordre, on puisse vous donner des résultats, faire état de résultats en fonction de vos besoins, de vos desiderata et autres. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et il faut savoir, donc j'en profite aussi, qu'il y a un pendant à ce logiciel Close qui est le logiciel Closemo. Donc ça, c'est des logiciels dont se dotent les donneurs d'ordre qui leur permettent d'avoir des résultats en fait de ce qui est mis en œuvre par rapport à leur marché et sur le volet insertion et achat responsable de manière fluide, rapide, où il y a en fait il y a une connexion entre Closemo et le logiciel Close. Donc tout ça pour vous dire qu'en termes de suivi des heures, il y a plusieurs manières. Hein. Effectivement, on peut envoyer une attestation mensuelle ou trimestrielle et autres. Mais il y a aussi cette manière qui passe par les logiciels, avec des connexions entre les deux logiciels que je viens de citer, et qui permet en fait de fluidifier les choses. Et la dernière chose, quand on parle d'heures non réalisées, de suivi des heures, on est confronté aussi parfois à la vie économique, tout simplement, avec peut-être des sous-traitants ou même des attributaires ou des prestataires de services qui parfois rencontrent des difficultés économiques et donc derrière, peut-être des difficultés à mettre en œuvre la clause d'insertion. Le facilitateur, il va être là pour analyser tout ça et pour voir qu'est-ce qui peut être proposé comme solution dans le cadre juridique et légal du marché. Mais l'idée, c'est pas qu'il y ait un couperet définitif. S'il y a un échange, si le donneur d'ordre joue son rôle aussi d'appui, s'il y a des alertes, la plupart du temps, on trouve des solutions pour que tout se mette en œuvre de manière efficace. Il y a une question intéressante enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais dans le chat, là, qui arrivez-vous à développer d'autres considérations sociales hors clause d'insertion, marché réservé, critères d'attribution, comme l'égalité femmes-hommes, la diversité, le commerce équitable, les achats éthiques, les clauses sociales pour les jeunes décrocheurs scolaires, l'insertion comme spécification technique. Je ne sais pas, Martine, hein, Katia, si vous souhaitez. Alors, à mon niveau, Oui. non. Mais je sais qu'à Valenciennes, ils ont travaillé justement sur l'égalité homme-femme et ils arrivent à l'introduire dans leur clause. J'ai eu un échange sur ce sujet-là pour voir ce qu'il était possible, dans quelle mesure il serait possible d'étendre cela, en tout cas de nous en saisir au niveau, à notre niveau, mais on n'a pas encore avancé suffisamment. Mais je sais que ça se fait. En tout cas, à Valenciennes Métropole. Merci. Alors c'est vrai qu'on souhaiterait aussi de plus en plus sortir de la clause classique pour aller vers ces autres considérations sociales. Donc effectivement, en tout cas au niveau du GIP Maximilien, on a commencé à travailler sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans la commande publique. Donc le dernier atelier, celui du 16 avril, on le consacre justement aux autres leviers de la clause sociale, donc notamment sur le critère d'attribution, parce que je pense que c'est quand même une considération qui est moins prise en compte, et sur l'égalité femmes-hommes dans la commande publique. Et voilà,
de voir comment certains facilitateurs et collectivités s'emparent de ce sujet. Et sur le sujet de la clause sous statut scolaire, voilà, je voulais aussi, voilà, je voulais faire intervenir la mission qui gère cette clause, hein, au sein d'Éducation nationale. En tout cas, sur l'Île-de-France, voilà, ils ne souhaitent pas intervenir pour le moment parce que, voilà, visiblement, cette clause, elle a été beaucoup activée par l'administration centrale et visiblement, ça devient compliqué de trouver, si j'ai bien compris, des profils. Donc, elle est en tout cas sur l'Île-de-France, elle est un petit peu mise en stand-by, cette clause. Voilà. Et sur le commerce équitable, oui, je pense ça va bouger, hein, sur ce sujet. Laura, je pense que tu me le confirmeras. Surtout, voilà, le commerce équitable, les achats éthiques, voilà, c'est notamment avec voilà, le nouveau texte, hein, qui est sorti au niveau européen, le nom m'échappe, sur le devoir de vigilance. Je pense que c'est des clauses qui vont tendre à se développer. Mais voilà, nous, en tout cas au niveau du GIP, on est vraiment sur ces sujets et l'idée, c'est aussi de communiquer, de faire des ateliers dès que ça se développera, ce type de cause se développera un petit peu plus. Philippe, Katia, vous voulez intervenir sur cette question? Oui. Oui, effectivement, enfin, voilà, je te rejoins, Erika. Je pense que c'est des clauses qui vont être amenées à se développer. Alors, le point de vigilance, c'est que l'objectif, c'est pas de remplacer d'office ces clauses par les clauses d'insertion classiques avec critères ou sans critères ou les marchés réservés. Mais c'est des choses qui peuvent être complétées. Parfois, dans l'analyse des marchés, on se rend compte qu'il n'est vraiment pas opportun, voire ça serait improductif en fait d'introduire ces clauses d'insertion. Donc on peut proposer autre chose de manière aussi alternative. Là, il y a des expérimentations qui sont faites également autour des clauses par rapport à l'illettrisme. Je De lutte pense, contre l'illettrisme, oui, il y voilà, a eu une c'est ça. expérimentation dans le Grand Est, hein, je crois. Oui, mais voilà, il y en a d'autres. Donc là, l'idée, c'est de se dire, effectivement, un marché où ce serait pas opportun de le closer. Quand on pense, par exemple, souvent aux sociétés de nettoyage, où en fait, alors, ça peut être sur d'autres marchés, hein, mais on a quand même beaucoup de personnes qui ont peut-être des difficultés pour maîtriser le français. Ça peut être l'occasion aussi de se dire, voilà, il n'y a pas de clause d'insertion, mais par contre, c'est quel est l'état des lieux au sein de l'entreprise par rapport à vos salariés sur le niveau de français, quel levier vous pouvez mettre en place et qu'est-ce que vous mettez en place concrètement. C'est un exemple véritablement parmi tant d'autres. Donc c'est sûr, il va y avoir une tendance notamment par rapport à ça, mais je rejoins à ce que je disais, ce que je viens de dire. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose qui remplace. On se dit, bon, on ne peut pas faire les heures d'insertion, hop, on met autre chose en place. Il faut que ce soit quelque chose de complémentaire et d'opportun par rapport aux propositions. Ça fait 1h30 que je suis dessus, je n'ai pas le temps. Merci, Katia. Philippe Oui, Ouais. Katia a dit l'essentiel, hein. Moi, c'était simplement pour répondre aussi aux questions qui sont posées dans le chat. Simplement pour dire que alors, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est souhaité de manière assez transverse aujourd'hui, même s'il n'y a pas toujours la possibilité, d'un point de vue réglementaire, à l'indiquer de façon formelle. Petit rappel sur le fait qu'en termes de critères d'éligibilité, évidemment, il n'y a que l'ANRU qui pose des critères d'éligibilité géographique. Hein, sinon, on n'a pas le droit de poser des critères d'éligibilité géographique. Dans la cession et la vente de biens, il faut justifier la valeur vénale du prix. Sauf qu'elle me dit, bah ouais, je comprends pas, il y a des palettes Europal, c'est dans un marché, tout ça. Je dis, attends, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. On entend tout. Les mecs, les transporteurs, ils ont livré des palettes, ils sont pas venus. Juste, j'attire votre attention sur la clause avec critères d'attribution. Puisque par définition, sur un critère d'attribution, on va interroger l'entreprise et poser comme critère ce qu'elle est en mesure de proposer en matière d'insertion des publics en difficulté.
Et là, ça induit le fait que le service instructeur du marché ait compétence et les éléments pour pouvoir juger de l'offre faite par l'entreprise. Oui, tout à Et fait. dernier point sur le commerce équitable et sur tout l'aspect comment dire, développement durable, avoir aussi à l'esprit que les entreprises d'insertion notamment, hein, ça fait aujourd'hui partie des enjeux pour elles que d'accompagner, ne serait-ce que pour continuer d'avoir l'accès au marché public, le fait de devoir, en fonction de leur secteur d'activité, répondre à une certaine réglementation ou à certains labels. Hein. Moi, je pense dans la rénovation du bâti à la RT 2012, par exemple, ou des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ces dimensions environnementales, c'est aussi un élément qui est pris en compte par les structures de l'ESS en général, de l'insertion par l'activité économique et du handicap en particulier, ne serait-ce que pour être en cohérence avec leur objet qui vise à préparer des demandeurs d'emploi à répondre à la réalité du marché du travail et de ses évolutions. Et aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre d'entreprises, sur un certain nombre de segments d'achat, sont assujettis effectivement à des règles environnementales qui sont en lien avec leur process de production, avec leur logique de fourniture, de matériaux, etc. Et du coup, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus facile de relier les deux. L'intérêt étant effectivement de pouvoir aussi prendre appui avec le GIP Maximilien sur le guichet vert pour s'assurer de la cohérence des choses, mais c'est quelque chose que vous devriez être en mesure de retrouver de plus en plus souvent, savoir la capacité, y compris pour les acteurs de l'ESS, de répondre aux obligations de la clause sociale tout en ayant aussi la capacité à répondre sur le volet environnemental. Alors là, il y a quelqu'un qui, voilà, enfin, la personne qui a posé cette question sur les autres, je dirais, considérations, hein, sociales qu'on peut prendre en compte. Donc, elle précise que c'est pas pour remplacer la clause. Alors, par contre, ce serait sur, dans des marchés pour lesquels la clause d'insertion comme critère d'attribution ou un marché réservé ne sera pas possible, hein, si je lis bien. Alors après, je dirais tout ce qui est clause autour du commerce équitable, de la diversité, de la clause sous des jeunes, en décrochage scolaire. Enfin, là, c'est pas mettre une clause non plus pour mettre une clause. Enfin, là, je parle aussi sous le contrôle de Laura. C'est que, d'un point de vue juridique, il faut quand même que la clause, elle soit rédigée de façon à ce que, voilà, il y ait pas, si jamais il y avait un contentieux, que ce soit, elle soit suffisamment précise, voilà, écrit de façon, également de façon très objective et que l'entreprise puisse la réaliser, mais pas une clause, voilà, généraliste, sur, je dirais, un peu, une déclaration de bonne intention de l'entreprise. Il faut quand même qu'elle soit, évidemment précise, hein, Laura, tu me je te laisse exprimer sur le sujet, mais c'est vrai qu'au des fois, on a vu des clauses qui sont très générales et on se dit: «Mais comment ça peut, voilà, qu'est-ce que ça peut donner, en réalité, quoi, en fait?» Oui, oui, Donc je pense que Vous exactement. avez les clauses innovation. Vous avez les clauses innovation et les clauses dites incitatives qu'on a vues émerger sur les différents territoires et qui s'expriment en règle générale plutôt sur des marchés ou des secteurs d'activité qui sont peu ou pas clausés. d'accord, d'accord. Pour vous donner un exemple, hein, quand on est sur de la rénovation qui touche de près ou de loin aux monuments historiques, hein, moi j'ai à l'esprit par exemple la rénovation dans un parc en Île-de-France de toutes les fontaines avec donc à la fois taille de pierre et plomberie selon les règles d'époque. Là, évidemment, qu'une entreprise aussi spécialisée que ça lui mette de la clause d'exécution, on ne trouvera jamais les profils à lui proposer. Par contre, d'être sur une clause incitative ou dans une clause d'innovation qui vise plutôt à faire de la découverte métier, de la découverte chantier pour des scolaires, pour des publics. Alors là, plutôt des scolaires sur ces segments-là pour bien présenter en fait l'étendue des possibilités métiers dans un secteur d'activité. Donc ça, et juste pour finir là-dessus,
Vous avez la SGP aussi dans le cadre de ces conventionnements avec les EPT sur le suivi de ces opérations qui, au-delà de la clause exécution, etc., interroge aussi et attend des exemples de clauses dites d'innovation. Or, les clauses d'innovation, elles peuvent être très, très larges et sur des secteurs qui touchent à l'environnement notamment, et sur des projets qui peuvent être très, très larges aussi. À titre anecdotique, je peux vous indiquer un exemple sur un chantier du Grand Paris, justement, et de l'aménagement d'une gare où il y avait des espaces paysagers. Il y a eu une collaboration aussi avec des associations locales pour installer des nichoirs à oiseaux sur l'ensemble du site. Bon, c'est un exemple qui est un peu anachronique, mais pour vous dire que quand vraiment il n'y a pas la possibilité de faire de la clause d'insertion, à savoir proposition d'emploi salarié ou d'activité à des structures de l'ESS, on voit émerger ce type d'initiative, de clauses incitatives qui amènent plutôt l'entreprise à participer à des réunions de découverte métier, de présentation de métiers, de visite de sites de production, etc. Faciliter les liens au maximum avec l'écosystème emploi, pas simplement insertion d'ailleurs, y compris le dispositif éducatif, formation pro. Donc, je vous confirme que ça tend à se développer. D'accord. Mais il ne faut pas que ça prenne le Intéressant. pas, et je rejoins tout à fait ce que disait Erika tout à l'heure, et ce que ça prêtait certainement à dire Katia sur le fait qu'il ne faut pour autant pas que ça prenne le pas sur la clause sociale d'insertion, qu'il s'agisse de clause d'exécution ou de marché réservé. Alors, j'avais interrogé Laura, je ne sais pas, Laura, tu t'apprêtais à… Et je te repasse la parole, Katia. Pas de Oui, problème. juste, ça va être très court, vous inquiétez pas. Mais Oui, c'est toujours du coup, intéressant d'avoir le point de vue d'une juriste parce que ça recadre Oui. bien les choses. Oui, c'est vrai que, comme le disait Erika, il faut vraiment que ça soit une clause ou un critère, il faut vraiment que ça reste en lien avec l'objet du marché, que ça soit pas totalement déconnecté et que, bien sûr, si l'acheteur, il émet des éléments, en fait, pour juger, il faut que ça soit en lien avec l'objet du marché, que ce soit pas totalement dénué. Et bien sûr, l'acheteur, il devra s'appuyer sur ses preuves et ses justificatifs qu'il a demandés pour attribuer le marché à un des opérateurs économiques. Et juste pour la petite anecdote, c'est vrai qu'avec Erika, on s'est penché sur pas mal de jurisprudence qui venaient retoquer des éléments sociaux parce que les acheteurs y mettaient en avant des éléments de RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. Et c'était vraiment pas des éléments qui étaient liés à de la réservation de marché pour un certain type de personnes, mais c'était vraiment s'immiscer dans la politique générale de l'entreprise ou de l'opérateur économique. Et ça, le juge, il ne le veut vraiment pas, et Erika, elle peut en témoigner. Il y a plusieurs décisions de justice qui reviennent sur cet élément et qui est très, très marqué par le juge administratif. Voilà. Merci, Laura. Oui, donc il faut pas non plus s'interdire de faire des choses, mais voilà, faut quand même se sécuriser. On est bien d'accord que la un petit clause peu ça. d'innovation sociale reste une clause incitative et non pas une clause d'attribution du marché. Oui. Je connais En pas tout cas, bien. dans l'exemple que Philippe Gobillon prenait dans le cadre de la SGP, Ah oui, c'est oui. bien une clause Oui, oui. incitative. Oui, Oui, dans non, le on cas qui a note été pas, présenté, exactement. Alors, juste une parenthèse, le GIP, on a un atelier sur la commande publique innovante à 14h30. Le pôle achat responsable, voilà, fait un atelier sur cette thématique. Katia, c'est juste la parenthèse. Oui, effectivement. Alors bon, je vois par exemple le côté égalité homme-femme qui revient. Donc si j'ai bien compris, là, Erika, il y aura, alors peut-être pas un atelier à tout close parce qu'on en avait fait un l'année dernière sur un peu cette question, mais sur les deux volets, parce que là on parlait de hors clause, d'insertion. Enfin, je reprends un petit peu ce qui avait été marqué dans le fil de la conversation, mais c'est vrai que au niveau juridique, une fois de plus, il y a des leviers néanmoins, qui peuvent être travaillés avec le facilitateur. Alors, je pense par exemple à la question des horaires d'intervention des agents qui vont intervenir dans les bureaux, par exemple,
où souvent c'est très tôt le matin ou très tard le soir. Donc, au niveau de la vie personnelle, de la vie familiale, il y a quelque chose qui se joue. Et souvent, c'est des femmes, en fait, enfin, alors pas que, mais qui peuvent se retrouver sur ces postes. Donc là, par exemple, néanmoins, dans le cadre d'un marché clause d'insertion ou autre, c'est des choses qu'on peut cadrer en amont aussi juridiquement, des propositions en fait qui peuvent être faites dans le cadre du marché. C'est plutôt intéressant. Si on veut favoriser aussi l'égalité hommes-femmes, ça va toujours bien aussi de rappeler que par exemple dans le BTP, il faut la base vie qui va bien et les vestiaires qui vont bien. Parce que parfois, on ne la met pas en œuvre après coup en se disant « Ah oui, mais c'était pas prévu ou autre ». Voilà, ça c'est un petit peu sur l'amont. Et sur l'après, Philippe a cité quelques exemples. Il parlait par exemple des nichoirs pour les oiseaux, mais il y a plein d'autres expériences. Mais c'est vrai que là, il faut que ça soit une volonté de l'entreprise attributaire et que le donneur d'ordre il puisse aussi insister. Sur la SGP, on a des expériences de miel, de poules aussi, avec des œufs. Enfin, mais ce sont des choses quand même qui vont dans le sens un peu de la transition écologique et du développement durable, qui sont particulièrement intéressants. Et je dirais aussi sur l'amont, le côté, le marché, il a été attribué. Le donneur d'ordre, une fois de plus, il a un rôle à jouer si on veut, par exemple, que les pratiques des entreprises se modifient. Je repense à l'égalité homme-femme. C'est vrai, pour vous citer un exemple précis, sur les sociétés, la Société du Grand Paris, il y a eu énormément de femmes agents de trafic en fait, qui ont été recrutées, mais parce qu'à un moment donné, avec l'appui du donneur d'ordre et l'entreprise qu'on a réussi à convaincre, on a décidé de présenter un poste, une candidature et des femmes qui répondaient à des profils de poste qui avaient été prédéfinis. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre une quarantaine de femmes en poste sur des postes d'agents de trafic. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas facilement parce qu'en fait, quand on a des entreprises qui ont des habitudes de travail, de travailler avec des agences d'intérim, par exemple, classiques, ou de faire vite ou de se dire « Ah ben non, normalement c'est plutôt des hommes, ça ne va pas marcher pour des femmes », ça ne fonctionne pas. Si le donneur d'ordre il est autour de la table et qu'à un moment donné, il dit bah, « Nous, dans le cadre de ce marché, même si ce n'était pas spécifié clairement, on souhaite quand même, en termes de résultats, qu'on tende dans cette direction, on a plus de chances d'y arriver. » C'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui se fait au-delà du marché, tout en respectant le cadre réglementaire. Effectivement, si ça n'a pas été prévu dans le marché et que l'entreprise, à un moment, dit non, il n'y a rien à faire. Voilà. Mais par contre, dans le cadre de la négociation, je pense que le champ du possible, il est toujours ouvert. Merci, Katia. On arrive là à la fin de l'atelier d'aujourd'hui et j'ai quelques personnes voilà, qui nous ont quittés. Donc, ce que je vous propose, c'est, je ne vois pas d'autres questions, c'est tout d'abord de remercier grandement Katia, Martine d'être intervenue, Laura pour ces interventions. Et donc, voilà, vous rappelle qu'on a 3 prochains ateliers, donc le 2, le 9 et le 16, aux mêmes horaires. Et donc, le replay et le support des présentations vous seront transmis. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.